Bonjour et bienvenue sur la chaîne Projet Antilo et aujourd'hui on accueille Adrien de la boîte à FX qui a reçu la lettre Y pour le segment Yggdrasil des lettres de l'angoisse volume 2 et je tiens effectivement déjà à dire que je crois que c'est le segment qui a été le plus cité par toutes les personnes que j'ai interviewées jusqu'ici, donc c'est un honneur de te recevoir aujourd'hui. Merci. Toi t'as reçu la lettre Y, c'est quand même une lettre assez galère à caser en français. Toi, ça a été quoi ton chemin de réflexion depuis le moment où tu as reçu cette lettre jusqu'à arriver à ton concept final pour ton segment? Le premier réflexe était de regarder le dictionnaire pour voir un peu toutes les lettres bêtement qui commencent par Y. Et il n'y en avait pas tant que ça qui étaient vraiment intéressantes, quoi. Donc on regarde un peu les premières lettres du genre Yeti, Yacht. Puis bon, finalement on se dit que ça va être compliqué. Et sans que je sache vraiment pourquoi, j'ai dû voir quelque part Yggdrasil. Et il se trouve que j'aime beaucoup la mythologie nordique. Et donc dans la mythologie nordique, Yggdrasil, c'est l'arbre monde, l'arbre avec les différents univers. Et puis je me suis dit, voilà, il y avait potentiellement un truc à faire avec un arbre. Déjà, toi, est-ce qu'il y a une sorte de discours ou une métaphore que tu as voulu transmettre à travers ce court-métrage? Moi, forcément, ce que j'ai vu, c'est il y a le thème de l'écologie qui est ici. Mais toi, est-ce que tu as Hmm. envie d'en dire plus? Oui, complètement. Le rapport de l'homme à la nature et cette idée de la nature qui reprend ses droits. En fait, cette idée de court-métrage, à la base, c'était une autre idée d'un court-métrage que j'avais avec une personne qui récupère un objet dans la nature et il le récupère et en fait, il essaie de le vendre. Et en fait, en le vendant, l'objet dégage une substance mortelle et tue tout le monde. Et c'était une idée que j'avais et du coup, je pense qu'inconsciemment, ça a dû rester dans mon esprit pour Yggdrasil. Et donc, j'ai un peu repris ce concept pour Yggdrasil. Et ouais, j'aimais bien cette idée d'un individu qui va essayer d'arracher quelque chose à un arbre pour son profit personnel. Alors, il n'y a pas vraiment de motivation particulière, on ne sait pas trop, mais ça peut être plein de choses au final. Et ensuite que ça se retourne contre lui. Sachant qu'en plus, l'idée, je l'ai eue, alors bon, c'était quand même 2 ans après le Covid, mais c'est vrai que j'avais ça en tête, avec cette idée un peu de comment finalement le Covid vient des activités humaines sur l'environnement et les animaux. Et je pense que c'est un truc qui est resté dans ma tête, et je me suis dit que c'était une bonne manière de l'inclure dans le film, quoi. C'est vrai qu'il y a le premier truc qu'on voit, c'est cette espèce. Je vais l'appeler le cœur de l'écorce. C'est comme ça que je l'ai vu, qui est tout en jaune, justement, ce que vient retirer Ouais. le personnage. Et une fois que cette partie est retirée, on voit qu'il y a une sève dorée qui s'écoule. Cette sève dorée, du coup, comment est-ce qu'elle est faite? Est-ce que c'est un effet spécial ou bien est-ce que c'était un effet pratique qu'il y avait sur place? C'est marrant parce qu'il y a plein de gens qui me posent cette question, ils sont intrigués par Mhm. ce plan. Non, c'est du miel en fait. C'est du C'est du miel. miel. Ok. Ouais, ouais, ouais. En fait, c'est un morceau l'arbre en question. Enfin, sur ce plan-là, c'est un morceau d'écorce que j'ai récupéré. J'en avais 3. Et du coup, on a filmé avec du miel qu'on a fait couler. Alors à la base, on avait un miel, il était beaucoup trop liquide, il partait trop vite. Donc on a pris un miel un peu plus visqueux pour que ça descende plus lentement. Mais non, c'est pas du tout du numérique. C'est c'est un vrai plan. Parfois, il n'y a pas que de la 3D, il y a aussi des vraies choses. Et là, je vais peut-être spoiler un petit peu la fin de ton segment. On voit, je trouve, qu'il y a une sorte de. Comment dire, pas de dualité, mais il y a un effet miroir avec à la fin quand le personnage il est blessé à l'œil et qu'on voit aussi le sang couler sur son visage. C'est un peu le même genre de mouvement. Est-ce que c'était une volonté ou c'est juste le hasard qui a fait ça? Ouais, complètement. En fait, l'idée, c'était vraiment d'avoir une structure en miroir. Donc en fait, on a une première moitié qui est vraiment du point de vue de l'arbre. C'est pour ça qu'on ne voit pas le visage du comédien, en fait. L'idée, c'est d'être de son point de vue et donc pas de se rattacher, on va dire, à des expressions humaines, en fait. Pour ça, je me suis vraiment inspiré de E.T., notamment. Dans E.T., typiquement dans la première partie, hormis la mère d'Eliott, on ne voit pas du tout les visages des adultes et ça crée vraiment une menace qu'on devine humaine, mais quand on ne voit pas les expressions de visage, ça crée quelque chose de beaucoup plus mécanique et effrayant. Et donc l'idée, c'était vraiment en milieu de film, de créer un basculement où on passe
du côté de la nature, en fait, entre guillemets, de l'arbre. Non, je veux dire, c'est l'inverse, hein. On démarre avec on démarre avec l'arbre enfin, du point de vue de l'arbre, et ensuite on passe du point de vue de l'homme, quoi. Et effectivement, il y a cette idée de miroir où, entre guillemets, c'est un peu œil pour œil, d'où le fait de se prendre le couteau dans l'œil. J'aimais bien l'idée que la branche, finalement, récupère l'outil qui a été, qui l'a agressé, et donc qui se retourne contre l'autre, quoi. Du coup, d'un point de vue effets spéciaux, du coup j'ai encore quelques questions. Il y a pas mal de racines qui bougent et ça, comment est-ce qu'elles sont faites aussi? Alors, elles sont en 3D. Alors, hormis les plans assez, enfin, il y a un plan du coup assez furtif d'une branche qui passe, où elle est réelle du coup. Mais d'ailleurs, elle est un petit peu trop petite, hein, quand même par rapport aux autres. Mais sinon, non, non, elles sont en 3D. Ouais. Les branches sont en 3D. Alors, à la base, j'aurais adoré avoir des vraies branches. C'était vraiment l'idée en fait. L'idée, c'était plus d'avoir des branches 3D sur les plans larges, ou en tout cas sur les plans un peu complexes, et d'avoir des vraies branches quand ça vient attraper le bras ou ce genre de choses. Et j'avais commencé à regarder pour essayer de fabriquer quelque chose. Ou j'avais aussi un accessoiriste sur le tournage qui a essayé de créer des trucs et tout, mais on n'a pas réussi à avoir quelque chose qui fonctionnait. Je pense qu'il aurait fallu vraiment s'adresser à la bonne personne, et j'aurais peut-être pu faire ça gratuitement, mais peut-être que ça aurait coûté cher aussi. Donc c'était un peu délicat. Et puis comme bah, je viens à la base des VFX, forcément c'est plus facile pour moi de faire en numérique, quoi. Même si c'est pas forcément la meilleure solution de faire numériquement, c'est pas forcément ce que j'aurais préféré, mais il se trouve que c'est plus facile que pour moi, quoi. Ouais. Oui, et puis je pense aussi, est-ce qu'il y a une sorte de, quand même de gain de temps quelque part où toi tu sais faire la chose et donc tu as pu le faire assez rapidement et puis pour euh, comment dire, rendre le court-métrage dans les délais quand même. Ouais, ouais, ouais. Bon, après, ça m'a pris, ça a été long, hein, on en parlera peut-être, mais la post-prod était très longue. Après, par contre, ça fait gagner du temps sur le tournage. Et pour le coup, le tournage, c'est clairement le plus stressant et le plus. Enfin, j'ai pas mal stressé pour préparer ce tournage. Donc, clairement, l'idée de faciliter les choses en faisant ça en post-prod, c'est d'ailleurs le raisonnement de beaucoup de réalisateurs, hein, basiquement, hein. Sur beaucoup de films, le raisonnement, c'est clairement de se dire, ça, au moins, on se prend pas la tête sur le tournage, il y a tellement de choses à penser, on fait un truc simple et on verra en post-prod. Ce qui n'est pas un raisonnement très malin, on va dire, mais c'est vrai que des fois, je me dis, bon, voilà, j'essaie de contrer ça, de quand même me dire, non, non, il faut quand même faire des trucs en vrai, tout ça, parce que je peux facilement avoir le, le, le raisonnement de me dire que je peux faire ça en post-prod, quoi. Mais parfois, il faut se dire, non, non, il faut faire ça en vrai, quand même, c'est quand même mieux. Mais oui, c'est plus simple. Je disais effectivement, c'est que bah, surtout dans les blockbusters actuels, il y a beaucoup cet effet de on verra ça à la post-prod, comment on fait, Ouais, et puis ouais, on bah se retrouve oui. avec des trucs ridicules où t'as juste deux personnes qui dialoguent dans un salon et tu vois que le salon c'est un fond vert, tu dis mais vous Ouais. auriez pu tourner dans un vrai décor, je veux dire, ça vous aurait rien coûté. Bah ouais, ouais, c'est ça. Oui, surtout qu'en plus, en général, ça va coûter plus cher. Bon, après, ça varie, mais enfin, ça dépend des contextes, mais souvent, ça va coûter plus cher de le faire en 3D, ouais. Après, c'est sûr que ça nécessite du temps en post-prod, par contre, hein, forcément. La post-prod sera beaucoup plus longue, mais au moins, il y a quand même cette notion de contrôle. Et puis, voilà, je suis au chaud derrière mon PC, quoi. Ouais. Il y avait un plan qui est super impressionnant. Moi, je trouve que c'est peut-être le plus impressionnant de ton segment. C'est le plan où il y a une de ces racines ou branches qui attrape le couteau. Et on voit vraiment tout le long la branche qui attrape le couteau, qui ramène le couteau jusqu'au-dessus de l'acteur. Et je Ouais. trouve que c'est super bien fait. Ça, comment vous y êtes pris? Bah ça, oui, je suis assez fier de ce plan. Je pense que c'est le plus réussi techniquement parlant. Et bah, il n'y a pas trop de secrets, hein, globalement. J'ai filmé une passe à vide, et puis après, bah, le couteau et la branche sont en 3D en fait. Basiquement, après, il y a les plans suivants où le couteau se rapproche de l'œil. Là, le couteau est réel. C'est un vrai couteau. Alors par contre, en fait, on le tenait avec des fils. On le tenait le couteau avec des fils et on l'avançait comme ça. Bon, après, j'ai quand même j'ai effacé les fils. Et puis j'ai stabilisé un peu le couteau aussi parce qu'il tremblotait un peu trop, donc je l'ai stabilisé. Mais à la fin, c'est quand même le vrai qu'on voit. Mais sinon, ouais, ouais, quand la branche récupère le couteau, effectivement, tout est en 3D. Et puis ouais, ouais, ça, pour le coup, lui, oui, je suis assez fier. Ce qui marche bien, c'est qu'il y a une profondeur de champ qui est assez réduite, donc il y a un flou d'arrière-plan qui est plus important. Il y a une image qui est très cinématographique en fait.
qui fait que ça marche bien, quoi. Et il y a aussi le plan, je crois qu'il y a deux plans, pardon, si je me trompe pas, où à la fin, de nouveau, désolé si vous n'avez pas vu le court-métrage, déjà allez le voir. Et il y a deux plans où l'homme est tiré vers l'arbre. Ça, vous y êtes pris comment? Alors ça, j'avais deux personnes avec moi sur le tournage. J'avais un assistant réal et un accessoiriste. Et en fait, on a accroché une corde d'escalade à sa jambe. Et du coup, ils étaient à deux en train de le tirer pour le traîner au sol. Et en gros, l'idée, c'est de filmer le plan deux fois. Donc il y a une première fois où j'ai filmé l'arbre. En fait, c'est le plan qu'on voit dans le film, hein. Je filme l'arbre, je recule et je monte. Et la deuxième fois, en fait, je me déplace sur le côté. Je fais quelques pas sur la droite et je refais exactement le même mouvement à peu près, sauf que l'acteur est traîné au sol. Et donc ensuite, je détourne l'acteur et une partie du sol autour et je l'intègre dans l'autre plan qui est face à l'arbre. Et là, c'était assez, pour le coup, celui-là, il m'a un peu fait flipper. C'est le plan qui m'a le plus fait flipper parce qu'il était assez complexe et j'avais peur de ne pas réussir en post-prod à bien mélanger les deux, on va dire. Mais parce que l'idée, c'est d'avoir l'acteur qui glisse au sol, mais le problème, c'est qu'il faut qu'il y ait l'interaction aussi au sol, des feuilles, tout ça. Il ne peut pas flotter au sol si on mélange les deux prises. Donc, j'ai réussi à récupérer une partie du sol à côté de lui pour qu'on voit qu'il est vraiment traîné au sol. Et ensuite, évidemment, j'ai effacé la corde, j'ai rajouté la branche en 3D. Le trou est en 3D aussi, évidemment. Ok, je me demandais justement, parce que je trouvais que l'arbre avait vraiment une Ouais. forme particulière. Je me suis dit, ce trou est quand même, c'est quand même un arbre très particulier. Ouais, l'arbre, tout l'arbre est réel, on va dire. Il y a uniquement le trou, effectivement, qui est en 3D. En fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris plein de photos de l'arbre tout autour. Et après, j'ai utilisé un logiciel qui crée un modèle 3D à partir de ces photos. De toutes les correspondances des points des photos, il crée un modèle 3D. Et ensuite, ce modèle-là, j'ai commencé à le bidouiller pour créer un trou à l'intérieur. Et voilà. Mais c'est vrai que ce dernier plan, il était particulièrement. Je pense que c'est celui dont j'ai passé le plus de temps. Il était assez. J'ai eu un petit peu peur, mais au final, rapidement, j'ai réussi à avoir un truc, j'étais content, quoi. Ouais, il donne très très bien, puis ça fait une super conclusion avec la caméra qui recule, justement l'homme qui est tiré Ouais. vers le trou, ça marche super bien comme plan final. Ouais. En plus, j'étais content parce que, il a pas plu pendant tout le tournage. Et à ce moment-là, c'est le dernier plan qu'on a filmé, du coup. Et en fait, il commençait à pleuvoir tout doucement. Il y avait quelques gouttes qui tombaient. Et du coup, ce qui est bien, c'est que quand je lève la caméra, il y a une goutte qui tombe sur l'objectif. Et je trouve ça super. Quand j'ai vu ça en montage, j'ai trouvé ça vraiment super de rajouter cette goutte. Ça rajoute vraiment un truc très physique et dramatique à la scène. Je sais pas si ça se voit vraiment dans le résultat, mais... Et forcément, ce qui habite tout ça, en plus de l'acteur qui joue très bien, des effets spéciaux, il y a aussi la musique. Et du coup, je pense que c'est une composition originale, on est d'accord? Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, c'est Clément Barouin, qui est de la chaîne Tilou. C'est la chaîne Tilou, c'est une chaîne YouTube qui parle des musiques de films. Donc en fait, il analyse les musiques de films et donc je vous encourage à aller voir, c'est vachement bien. Et il avait déjà fait la musique de mon précédent court-métrage et du dernier que j'ai fait aussi entre-temps. Et oui, il a composé, c'est vachement bien. Ouais. Pour le coup, j'aime bien les musiques orchestrales. Un peu à l'ancienne, on va dire. Je suis moins fan. Alors après, j'aime bien quand c'est aussi de l'ambiance, tout ça, mais c'est vrai que j'aime bien le côté orchestral. Je sais que lui aussi. Donc je suis assez content de. J'aurais aimé à certains moments qu'il y ait quelque chose peut-être d'un peu plus viscéral dans la musique, un peu plus dérangeant. C'est peut-être un peu ce que je regrette. Je suis très content du travail qu'il a fait, mais effectivement, j'aurais peut-être à certains moments avoir un truc un peu plus dérangeant, quoi. Mais Ok, et puis toi, est-ce que tu avais justement des consignes que tu lui as données pour créer, enfin pour composer la musique, ou est-ce que tu lui as simplement, entre guillemets, donné le court-métrage et dit d'habiller ça? ah non, c'est beaucoup de consignes. Ouais, c'est à la minute, à la minute près en fait, hein, dans ce genre de truc, parce que le problème c'est que du coup, il a pas fait ça bénévolement. J'ai payé, et puis l'idée c'est de vraiment que ça tombe juste en fait, parce que le problème c'est qu'on peut on peut le faire de mille façons différentes. Donc non, c'est vraiment à la seconde près, quoi. Typiquement, je lui ai dit de telle seconde à telle seconde, un peu dans ce style-là, dans telle seconde comme ça, un peu de style-là. Co- Comme ça, une estimation de temps entre la pré-prod, le tournage et la post-prod. Est-ce que tu arriverais à dire après combien de temps ça t'a pris tout ça?
ou étape par étape? Ouais, la pré-prod, je pense un mois à peu près. Alors après, pendant tout le process, il y a eu des moments où j'étais à temps plein et d'autres où j'étais à temps partiel, parce que je suis intermittent du spectacle, donc du coup, il y a des moments où je bosse pas et d'autres où je bosse. Mais sinon, c'était à peu près un mois de prépa, 2 jours de tournage, et ensuite, ouais, 5-6 mois de post-prod, dont 5 mois de VFX. Ouais. Alors, on se rend compte du temps que ça prend, mais à quel point du coup le résultat est impressionnant quand on sait ce qu'on fait. Et pour le coup, tu sais très bien ce que tu fais. Ouais, non, c'est extrêmement, ouais, c'est extrêmement long. Ouais. C'est vrai que, bah, surtout que enfin, c'est pas le premier court métrage que je fais, et puis à chaque fois c'est toujours des post-prod interminables, hein, forcément. Donc, mais oui, ça prend du temps. Chaque petite chose prend du temps en fait. Au final, il faut réfléchir à tout. Le trou, en fait, par exemple, le trou dans l'arbre, bah, il y a 1000 façons de le faire, et puis il faut y aller petit à petit. On teste des choses, ça marche pas, on teste autre chose, et ça prend du temps de vraiment avoir un truc qui tienne la route, quoi. Bah justement, moi j'en ai profité, je suis allé enfin je suis allé revoir plutôt ta chaîne YouTube et j'ai vu que j'avais raté un court métrage que tu as sorti il y a 2 ans, si je me trompe pas maintenant, qui s'appelle Toile C'est Noire. ça. Et Ouais. du coup, je l'ai regardé et je suis allé regarder le making-of aussi juste derrière. Donc, en tout cas, j'invite les personnes qui regarderaient cette interview à aller voir le court-métrage puis le making-of parce que c'est super intéressant. Et c'est vrai qu'on voit aussi que la thématique de l'écologie, je pense qu'elle te touche pas mal quand même. Ouais. Ouais, c'est quand même un sujet Ouais, qui, ouais. qui t'est assez. Oui, oui, oui. Ce qui est assez paradoxal en plus, parce que pour le coup, je suis vachement baigné dans l'informatique et dans les technologies, ce qui n'est pas particulièrement écologique. Mais non, j'aime bien. Enfin, je trouve ça intéressant justement de me servir de la technologie pour parler de ça en fait. De passer par un biais un peu plus ludique et un peu plus divertissant pour parler de ces choses-là, quoi, sans être moralisateur ou quoi que ce soit. Hein, mais oui, c'est un sujet qui m'intéresse. Oui, puis même, enfin, justement, tu parles de pas être moralisateur, mais mine de rien, je trouve que dans tes deux courts-métrages, il n'y a pas question de moralisation, il y a plus de, bah c'est comme ça, vous voyez ce qu'on est en train de faire, vous voyez ce que ça risque de faire. Pour moi, Oui. c'est très juste. Donc, Bah, en fait, je pense que ce qui est important, c'est de ne pas donner de leçons. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est de questionner, de poser des questions et de ne pas donner de leçons ou ce genre de choses. Et après, c'est vrai que le fantastique et les effets spéciaux permettent aussi de créer des images un peu plus marquantes qu'on ne pourrait pas faire sans, en fait. et du coup, t'as dit que t'avais réalisé encore un nouveau court-métrage depuis, c'est ça? Mais tu l'as pas encore. Ouais, c'est ça. En fait, Toile Noire, c'est mon premier, on va dire, plus ou moins. Et donc Yggdrasil, c'est mon deuxième. Et là, j'ai un troisième que j'ai fini l'année dernière et qui devrait sortir. Bah, Yggdrasil, il arrivera sur ma chaîne dans les prochaines semaines. Et puis TOC, donc c'est le dernier que j'ai fait l'année dernière, qui est un film sur les TOC, et qui sortira plutôt vers la fin. Et il y a une raison particulière pour laquelle t'es passé sur un peu un autre sujet pour ton dernier court-métrage? Non, pas spécialement. Alors c'est un sujet qui m'intéresse aussi, les TOC, mais pour le coup, il y a des effets spéciaux aussi dedans, il y en a beaucoup, contrairement à ce qu'on pourrait penser. Mais non, non, je me lance pas dans un truc de militant écologiste. Toi, est-ce que t'étais présent à la projection des Lettres de l'Angoisse 2 à Paris ou pas du tout? Ouais, Ok. ouais, ouais. Et ça t'a fait quoi enfin de te confronter entre guillemets aux réactions du public en direct ou aux réactions de tes collègues aussi? Bah, c'était bien, c'était chouette. Ouais, ouais, de toute façon, c'est toujours hyper stressant de voir son film sur grand écran avec plein d'autres gens. Enfin, moi, je sentais que j'avais mon cœur qui battait à fond. C'était à la fois génial et horrible. Mais non, 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 c'était chouette. En plus, au moment où le couteau s'approche de l'œil, j'ai entendu les gens dans la salle qui faisaient comme ça. Donc, je me suis dit, c'est bon. Et du coup, t'as pu voir Oui, les autres segments. ouais. Et est-ce qu'il y en a d'autres que t'as beaucoup aimé ou qui ressortent du lot pour toi? Ouais, ouais, il y en a plusieurs. Il y a Galaxy Goldé, notamment, que j'ai beaucoup aimé. Je pense que c'est mon préféré. Surtout, j'aime bien les histoires en plus de transformation et ce genre de choses. Et puis, il est très très beau visuellement en plus, donc je l'ai bien aimé. Après, j'ai bien aimé Numérique aussi. Sur l'IA et tout, je trouve qu'il y avait une bonne tension. Il y avait un truc.
Je pense que ça vient aussi du jeu d'acteur, je sais pas, mais il y avait un truc. Alors c'est vrai que je les ai pas revus depuis, hein, j'avoue que j'ai un peu oublié, on va dire, mais il faudrait que je la revoie, je pense que je la reverrai. Mais Numérique était bien, celui du cinématographeur aussi, Victor, que j'ai trouvé intéressant. Dommage que le son soit pas terrible, mais sinon j'ai trouvé le film intéressant. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Il y avait Invisible aussi. Ouais, bah forcément avec J'avais- le petit twist final Ouais, qui était assez impressionnant. ouais, puis voilà, bon, après ce qui est bien, c'est qu'il y en avait plein que. Il y en a quelques-uns que j'ai vraiment préférés, et puis au final, tous les autres, ils avaient tous des idées de mise en scène ou des trucs qui me plaisaient aussi. Donc, globalement, je trouve que c'était plutôt cool, quoi. Si on parle un petit peu de ta chaîne YouTube, mine de rien, ça fait combien d'années que tu fais des vidéos maintenant? Ça fait un bout de temps, non? Ça fait 10 ans. Ça fait 10 ans, bah bienvenue au club, tout pareil. Un peu plus de 10 ans. Et là, ça marche plutôt bien en ce moment, j'ai l'impression, à faire ça. Enfin, il y a quand même pas mal de vues, je trouve que c'est bien parce que tu fais un travail qui est très qualitatif et qui est hyper intéressant. Donc, ouais. Merci. Moi, je t'avais découvert pour les effets spéciaux, c'était du Hobbit, si je me trompe pas. Est-ce que t'as parlé du Hobbit? Ouais, Oui, c'est ça, ouais, c'est exactement. ouais. Et c'est celle-là que je t'avais découverte, je crois, il y a 4 ans, du coup, quoi. Ouais, bah, oui, elle a beaucoup marché celle-là, effectivement. Bah, je crois que c'est une des vidéos qui a le plus marché. Elle a dépassé les 100 000 vues. Ouais. Oui, ah bah, je suis content parce que ça marche plutôt bien. Après, j'en fais très très peu pour le coup. J'en fais 2 par an, en fait, basiquement. J'ai mon top que je sors en janvier et puis après, je sors une vidéo quelque part dans l'année, quoi. Mais oui, je sors très très peu de vidéos parce que ça prend beaucoup de temps et que, bah, mine de rien, je fais aussi des courts-métrages à côté, comme on a pu le voir. Donc ça prend aussi du temps. Ah, c'est extrêmement chronophage, les courts-métrages. C'est un plaisir à faire, mais ça prend un temps et un investissement Ouais. Après, bon, moi, pour le coup, ça m'intéresse particulièrement parce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire par la suite. Donc, ça a un vrai intérêt. Même, c'est plus important que les vidéos YouTube pour moi, pour le coup. Mais oui, non, je sors très très peu de vidéos. Mais ce qui est bien, c'est qu'à chaque fois que j'en sors une, bah, j'ai l'impression que les gens sont plutôt au rendez-vous. Donc, c'est assez chouette. Après, c'est des sujets souvent assez grand public. Donc, je m'expose pas comme certains youtubeurs à avoir vraiment des sujets de niche. Et c'est vrai que là, c'est plus délicat de faire des vues. Donc pour l'instant, ça va encore, mais oui, je suis content voilà, de faire des vues malgré ma présence très limitée. C'est vrai que les effets spéciaux, c'est un truc qui est devenu tellement répandu aujourd'hui dans le cinéma, bah, sous de blockbusters, mais aussi quand même des fois des choses un peu plus petites. Donc c'est qu'on entend tout le temps parler des FX, des CGI. Et Mm. c'est un truc, je trouve, où toi, tu t'arrives et comment dire, tu apportes tes connaissances et plein de choses deviennent très limpides en fait. Ah bah c'est chouette. Oui, parce qu'en fait, au final, on n'est pas tant que ça à parler d'effets spéciaux. En tout cas, en France, on est vraiment trois. Il y a Gorkab, qui parle de l'histoire un peu de l'image de synthèse, mais du coup, la plupart de ses vidéos, c'est des films avant les années 2000. Et il y a Atom aussi, Atom que j'aime beaucoup, et lui, il est plus dans la pratique, il est plus dans les tutos, dans comment c'est fait vraiment de manière plus pratique. Et moi, je suis plus dans l'analyse, vulgarisation, quoi. Donc, ce qui est bien, c'est qu'on se marche pas trop dessus, on va dire. Enfin, chacun a son terrain, mais au final, on n'est pas beaucoup à parler de ça, quoi. C'est vrai que j'en profite, quoi, on va dire, de ce créneau, entre guillemets. Je pense que ça m'intéresserait moins de parler de cinéma de manière plus générale, parce qu'il y a déjà beaucoup de gens qui le font. Et je pense que ça doit être très compliqué de sortir du lot. Et c'est vrai que je me rappelle, je crois que j'ai regardé ta vidéo sur le Seigneur des Anneaux, enfin tes 3 vidéos sur le Seigneur des Anneaux, il y a pas si longtemps, alors qu'elles ont 8 ans, si j'en crois YouTube à peu près. Et bon, moi, le Seigneur des Anneaux, c'est pour moi mon plus grand film de tous les temps. Pour le moment, il n'y a rien qui l'a dépassé, mais bon, ça c'est personnel. Et il y avait quelque chose où je trouve que tu as vraiment bien mis le doigt dessus et tu as réussi à bien expliquer ce que c'était. C'est surtout les effets spéciaux au niveau de Gollum, à quel point il est devenu impressionnant. Déjà, c'était fou dans les 2 tours, mais à quel point il est devenu impressionnant dans le Retour du Roi. Et justement, tu as apporté tes connaissances par rapport aux effets de la peau translucide, qui montrent tout ce qu'il y a dessous. Et voilà, je trouve ça très impressionnant comme tu arrives à l'expliquer. Ouais, bah tant mieux, oui. Après, c'est vrai que du coup, je travaille dans les VFX. Donc ça me permet de récupérer les infos que je trouve soit sur Internet, soit dans les making-of, soit dans les magazines Cinefex, et de réussir à les expliquer, on va dire. C'est-à-dire que si je prenais les infos telles quelles et que je les rebalançais, je pense qu'on ne comprendrait pas de quoi je parle. Le but, c'est vraiment d'y aller petit à petit
et de décortiquer les termes techniques, quoi. Après, c'est compliqué d'aller vraiment dans le détail, parce que parfois, je sors des termes techniques, mais du coup, ça implique d'en expliquer d'autres et encore d'autres. Parfois, ça peut... Enfin, je pourrais faire des vidéos de 3 heures, quoi, si je devais tout expliquer, mais en tout cas, j'essaie de vulgariser un maximum, quoi. Bah, tu as répondu à ma prochaine question qui était justement, bah, est-ce que tu travailles dans le domaine pour avoir toutes ces infos, pour savoir enfin, pour avoir tout ce savoir voilà, est-ce que tu es là-dedans du coup? Bah, du coup, oui, mais à quel Ouais, je point? travaille dedans. Je travaille surtout chez Buff Company. Donc, je vous invite à aller voir sur Internet ce qu'ils ont fait, mais voilà, c'est une des grosses boîtes, on va dire, en France, qui a l'occasion parfois de bosser sur des gros projets à l'international. Voilà, c'est eux qui ont bossé sur le dernier Matrix, par exemple, ou sur Blade Runner 2049, ou sur les Kingsman. Donc voilà, il y a plein de films. J'ai un petit peu travaillé sur Monte Cristo, qui est sorti l'année dernière, et puis sur pas mal de projets qui sont pas hyper connus pour le coup. On va dire que j'ai pas eu de chance, mais j'ai travaillé sur une série qui s'appelle Winning Time, qui est une série sur le basket aux États-Unis. Puis voilà, enfin j'ai bossé sur plein de trucs différents, mais oui, je travaille dans les... Ok, ouais. Bah, vu que tu as cité Monte Cristo dans les gros projets récents, alors je sais pas si tu as le droit de le dire ou quoi comment, mais est-ce que tu peux nous dire un peu euh, qu'est-ce que tu as apporté dessus, à quel moment, ou t'as pas le droit pas le droit de le dire? Ouais, si, c'est pas compliqué, il faut dire, j'ai participé au plan qui est quasiment, alors qui est quasiment full 3D. En fait, c'est un plan qui est dans la bande-annonce où c'est un plan large de la ville de Marseille où on voit le bateau qui rentre dans le port. Donc, allez voir la bande-annonce et vous verrez un plan aérien avec un bateau qui rentre dans un port. Et en gros, l'eau est réelle, enfin une partie de l'eau est réelle avec le bateau, et puis tout le reste est en 3D en fait. En gros, ils ont tourné à Malte, puisque c'était moins cher. Et donc, le but, c'était de transformer Malte en Marseille, quoi. Là, tu m'as dit avant que tu t'allais sortir prochainement, enfin prochainement, en tout cas, t'as fini un court-métrage TOC, du coup. Alors, je l'ai fini en septembre dernier déjà, ouais. Là, je le laisse vivre un petit peu dans des festivals et tout ça, quoi. Et t'as déjà d'autres idées par la suite, d'autres trucs que t'aimerais réaliser Ouais, j'ai des idées. Bah, je travaille actuellement sur un projet de court-métrage que j'aimerais bien faire financer cette fois. Le but du jeu maintenant, c'est d'essayer de passer un peu au niveau au-dessus et d'essayer de faire financer, de trouver une boîte de prod ou un producteur. Donc voilà, si jamais il y a des producteurs qui regardent, je suis là. Mais oui, je travaille dessus, quoi. Voilà, sur un prochain. T'as eu des galères de tournage, des choses auxquelles tu t'attendais pas du tout pendant que tu tournais ton segment pour les lettres de l'angoisse. Un truc vraiment inattendu que tu te dis ah merde, va falloir gérer ça en plus. Ouais, il y a eu la seule vraiment grosse galère que j'ai eue, c'est qu'il y a quelques plans que j'ai tournés qui étaient un peu flous, malheureusement. En fait, on a eu 2 jours de tournage et j'avais un moniteur, mais parfois j'avais pas le moniteur parce que j'avais un matériel qui ne le permettait pas. Et ça m'est arrivé le premier soir de voir 2 ou 3 plans qui étaient un peu flous. Donc du coup, on a dû les retourner et enfin, ça a un peu alourdi le tournage, donc c'était un peu chiant. Mais sinon, globalement, j'ai quand même eu pas mal de chance, surtout en termes de météo. C'était ce qui me faisait le plus peur. D'autant que ce que je voulais, c'était qu'il n'y ait pas de soleil, donc que ce soit très nuageux, mais qu'il n'y ait pas de pluie non plus. Et ce qui est bien en plus, c'est que le premier jour de tournage, quand on est arrivé sur place, il y avait un grand soleil. C'est un grand ciel bleu, un grand soleil. Donc je me dis, bon, bah tant pis, quoi. Et puis en fait, quand je commence à préparer le matos, la caméra, l'objectif, il y a les nuages qui arrivent, qui recouvrent le soleil, et c'est parti. Ouais, ça Le c'est tournage peut commencer. la synchronicité parfaite. Tu voulais ce Ouais, temps-là et ouais. c'est le temps que t'as eu, puis plus comme tu dis, bah, il se met à pleuvoir juste quand vous tournez le plan final. Ouais, c'était le dernier plan. Il y a quelques gouttes. En plus, c'est même pas les grosses pluies qui tombent, c'est vraiment quelques gouttes petit à petit en mode c'est bon, faut rentrer chez soi. Et voilà. Mais au final, ça s'est bien passé, quoi. Globalement, ça s'est très bien passé. Il n'y a pas eu de grosses galères, hormis le fait qu'il faisait un peu froid et qu'il y a eu quelques plans à retourner. Globalement, ça s'est bien passé. Ok, ouais. Et bah c'est vrai que on voit toute la passion que tu as eu à travers ce court-métrage, parce que bah, justement, comme tu dis, tu as mis quand même 5 mois d'effets spéciaux, quasiment 6 mois, plus le tournage, etc. Et bah le résultat final, il est très impressionnant, et je pense que c'est pas pour rien que ton court-métrage, c'est le plus cité jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que, enfin, par rapport aux lettres de l'angoisse, parce qu'effectivement, bah, c'est un des plus réussis, si ce n'est peut-être le plus réussi.
Donc, mais en tout cas, bravo. Ouais, je sais pas, oui. Bon, après, c'est sûr qu'on on voit toujours les défauts, on voit toujours les problèmes de son propre travail. Donc, je m'en rends pas forcément compte, on va dire. J'essaie de faire du mieux possible, et puis après, c'est les gens qui tranchent. Mais c'est sûr que bon, moi, je vois toujours les trucs qui vont pas, quoi. On a toujours le pire public de son propre travail. Ouais, exactement. Ok, bah écoute, moi j'ai plus d'autres questions. J'espère que cette petite interview t'aura plu. Moi, en tout cas, j'ai eu beaucoup de plaisir parce que je suis déjà très, très content d'avoir pu discuter avec toi. Et puis, je suis pas un spécialiste des effets spéciaux du tout, mais je m'intéresse beaucoup justement à tout ça. Donc, pour échanger à ce niveau-là, moi je suis très content et pour ça, je te remercie. Bah, merci à toi, non, c'était super. Franchement, merci de faire toutes ces interviews. C'est très intéressant. J'en ai déjà regardé quelques-unes déjà, et c'est très intéressant. Voilà, tu te débrouilles hyper bien pour faire les interviews. Merci, bah, Donc j'essaye en c'est tout cool. cas. J'essaye d'aller choper toujours la petite info qui peut être intéressante, de me dire, bah tiens, dans ce court-métrage, qu'est-ce qui ressort du reste, et puis c'est là-dessus que je vais aller creuser un petit peu. Donc, trop bien. Bah écoute, je te remercie, et puis, Bah, merci à toi. trop bien. Et puis, bah, je te souhaite déjà une bonne fin de journée, et puis, bah, Ouais, toi aussi. merci, Merci. puis à tout bientôt, du coup. Yes. Ça À marche. bientôt. Merci. Salut.